Certes, l'étudiant s'engage dans des études, mais il faut aussi se préoccuper de son projet professionnel. Hein. C'est pas seulement qu'il arrive à avoir le diplôme, qu'il aille jusqu'au bout de son cursus. Bon, ça c'est important bien sûr, mais pas que. Hein, l'important, c'est qu'effectivement, il ait fait le bon choix et puis que ça puisse déboucher ensuite sur un emploi. Dans le cadre de mes études, j'ai passé 2 stages en entreprise. Ces 2 stages sont des expériences que j'ai personnellement beaucoup appréciées. Parce que pour moi, elles prouvent qu'une personne autiste peut avoir un emploi et vivre sa vie comme ceux qui n'ont pas de handicap. Mais il y avait une appréhension totale et finalement, alors après, une satisfaction plus que totale. Quand il s'agissait de dresser le bilan de ces semaines de stage de Joanne. Donc il était totalement dithyrambique sur les capacités de Joanne, sur la pertinence de son travail, sur la réelle valeur ajoutée qu'elle pouvait apporter à l'entreprise. Donc ça, c'était extrêmement plaisant à entendre, hein, je dois dire, et puis très rassurant aussi sur son avenir professionnel. Parce que finalement, une fois que la barrière est passée, on se dit que les gens ils arrivent à découvrir tous les talents dont elle est capable. Il faut s'interdire de prédire le comportement d'un étudiant au regard d'un vécu avec une autre personne handicapée. L'expérience menée avec une personne n'est jamais intégralement transposable à une autre personne. Moi, je trouve que ce genre de recommandation a tout son sens. Hein. C'est vrai que même les professionnels qui ont une certaine expérience, qui ont accompagné certains étudiants, il faut qu'ils fassent très très attention au moment où ils sont confrontés à un nouvel étudiant, hein, de le considérer justement comme une personne singulière, vraiment d'essayer de le cerner, de le comprendre, de comprendre ses besoins et de ne pas l'assimiler à quelqu'un qu'on a connu, etc. Et de conclure trop vite. Hein, et surtout de décider à sa place. Donc là, il y a vraiment des compétences qui doivent se développer chez ces personnes qui accompagnent ces étudiants handicapés. Parce qu'au fond, rechercher un stage, pour moi, l'aspect le plus difficile et celui que j'envisage le plus mal, c'est d'arriver, par exemple, lors d'un entretien d'embauche, à valoriser l'image de l'entreprise alors qu'on n'est pas sincère dans le fond, juste pour espérer y entrer. Pour moi, la part de vérité, elle dépasse vraiment toutes les petites manipulations, le jeu de théâtre qu'on peut mettre en situation lors de l'entretien d'embauche. C'est pour ça que j'aime bien l'appeler l'entretien d'embûche, parce que pour les personnes autistes, il est extrêmement discriminatoire. Et je sais que pour moi, ça sera un aspect qui sera très compliqué et qui sera une source de stress majeure, d'angoisse majeure. Et pour ma part, je devrais encore attendre 1 an avant d'y être confronté concrètement. Et j'ai fait le choix, c'est vrai, de ne pas reconnaître le handicap dans le milieu des études. Donc c'est vrai que je ne suis pas, entre guillemets, fiché, j'aime pas ce mot, mais je ne suis pas fiché en tant qu'autiste. Donc je suis un parcours classique, je n'ai pas d'aménagement spécifique. Bien que des fois, j'avoue que j'en aurais besoin, mais ça peut être à rediscuter. Mais pour les stages, ça va être extrêmement compliqué. Ça, je le sais par avance et je commence déjà à m'y préparer un petit peu psychologiquement. Et c'est vrai que dans un entretien d'embauche, on ne va pas forcément explorer les compétences du candidat dans le domaine où il va effectivement travailler, mais on va plus le juger sur sa façon d'être, sur sa personnalité, sur sa façon de répondre ou pas aux questions qu'on lui pose, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment un gros challenge. Enfin, c'est vraiment très, très compliqué, quoi, pour ces personnes. Et on comprend que là, l'accès à l'emploi soit très difficile pour elles. Sur mon lieu de travail, ce qui est difficile, c'est tout ce qui est informel. C'est de dire bonjour aux collègues. Je sais que je passe pour une sauvageonne, on a dit. Mais maintenant qu'on sait que c'est pas parce que je suis une sauvageonne, c'est parce que j'ai des difficultés. Et j'ai du mal à dire bonjour aux personnes, c'est pas intuitif. Et surtout quand il y a des réunions, je m'ennuie énormément en fait dans les réunions, c'est beaucoup de baratin pour moi. Une réunion d'1 heure, pour moi, ça pourrait tenir en 10 minutes, normalement. Par exemple, nous on a des réunions avec mon assos de femmes, et ça met 10 minutes. Et dans une réunion avec des personnes non autistes, ça met 1 heure.
Donc et ça, c'est aussi un avantage d'être autiste. On est très pragmatique, très concret, on perd pas ce qu'on doit faire, on revient vite. Enfin, moi, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi, c'est comme ça. J'apprécie beaucoup mes collègues. En plus, il y avait vraiment beaucoup de soutien mutuel, etc. Par contre, je sais qu'à posteriori, certains à qui j'ai parlé justement de mon diagnostic ensuite m'ont dit que effectivement, j'avais un côté très brutal dans la façon d'exprimer les choses, que je pouvais être sèche, voire peut-être blessante aussi, alors que vraiment c'était pas du tout mon intention. Et c'est ça aussi qui m'a un petit peu déstabilisée au moment justement où j'étais dans ce passage de transition professionnellement et puis personnellement parlant, puisque je me découvrais aussi dans mon fonctionnement particulier, parce que j'avais pas conscience de pouvoir être justement maladroite vis-à-vis des autres, et je me suis rendu compte que même en ayant la volonté inverse, au final, si je pouvais être agaçante ou énervante ou que sais-je encore, alors que intimement, c'est pas du tout ce que moi je ressentais. J'ai les avantages de mes défauts, c'est-à-dire que je prends beaucoup les choses à cœur, et donc je suis très consciencieuse, et ce que je veux faire, je veux le faire bien. Et tant pis pour les pauses, je suis très très efficace par rapport à d'autres personnes. Je m'éparpille pas, c'est-à-dire que je fais une tâche et je l'amène jusqu'au bout. Et je vais pas prendre du temps à parler, aller dans les pauses café. Et je suis assez rigoureuse, malgré le fait que c'est un peu le bordel sur mon bureau. Je vais pas chercher à prendre la place de l'autre, c'est-à-dire qu'on met notre ego de côté. Ce qu'on veut, c'est le bien de l'entreprise. On va pas se dire je vais faire cette tâche comme ça, je vais me mettre en valeur par rapport à telle autre personne. C'est pas les guerres de jalousie entre les gens. Et le but, c'est que ça avance. Et du coup, je suis assez loyale et honnête. Et je me rends compte que c'est pas le cas de tout le monde. Et je suis toujours assez choquée de voir ça, parce que pour moi, tout le monde est comme moi, donc je suis toujours choquée de voir ces guerres d'ego entre les gens, ça me sidère. Et aussi, quand il y a par exemple des déjeuners dans un bureau où il y a toutes les autres personnes qui viennent, qui commencent à parler, moi j'ai du mal d'abord parce que les gens parlent entre eux, et ça me fait un bruit de fond, c'est comme si vous étiez dans une boîte de nuit avec l'enceinte à côté, quoi. Ou une enceinte là et une enceinte là, avec une musique là et une musique là, et vous êtes au milieu. Voilà, c'est ça l'effet que ça me fait. Et par-dessus tout, je dois faire comme si c'était normal, et je dois tenir, et pour moi, c'est fatigant. Et pour les autres, c'est sympa, c'est reposant, ils rigolent, et moi, je subis. Et donc, je me retire, et je sais que c'est mal vu de me retirer. Mais maintenant qu'on comprend que que c'est mon fonctionnement, les gens acceptent. Alors, un stagiaire autiste, selon la manière dont le considère l'entreprise, ça peut apporter soit énormément d'avantages, soit énormément d'inconvénients. Si on l'affecte à une tâche qui n'est, où il y a énormément d'imprévus, où il y a des coups de fil téléphoniques, où il s'agit de s'adapter socialement constamment, ou tout simplement si on l'affile à la personne autiste à une tâche qui n'est pas propice à ses intérêts, alors ça se passera à tous les coups, de manière sûre, ça se passera mal. En revanche, si on affilie la personne autiste à des tâches relativement répétitives, à des objectifs qui sont ciblés, et si on ne l'interrompt pas constamment, alors ça c'est un aspect qui est horrible, pas que dans le milieu du travail, auquel je serai peut-être confronté plus tard, mais même dans le milieu des études, c'est d'être constamment interrompu, qu'il y ait des imprévus externes, et qu'il y ait des choses qui changent, ça c'est pas possible. Si on fixe un objectif, après la personne autiste peut réussir à travailler en fonction de cet objectif, mais s'il y a des imprévus externes qui viennent perturber le déroulement de la pensée, c'est atroce. Enfin, moi je le vis de manière relativement atroce. Donc voilà, c'est juste, je pense que la personne autiste peut apporter énormément à l'entreprise si elle est dans son domaine de compétences, ou à défaut qu'elle fait une tâche relativement répétitive, avec un objectif ciblé, sans téléphone et sans interaction constante, et aussi évidemment sans interruption dans le travail. Certains exemples d'entreprises où les personnes autistes apportent énormément parce qu'elles sont dans leur milieu, qu'elles n'ont pas d'hypersensibilité mise à rude épreuve, et que par conséquent, quand elles sont dans leur domaine d'intérêt, elles peuvent faire des choses mais de 4 à 5 fois supérieures qu'un salarié entre guillemets moyen. J'ai aussi un souci au boulot, c'est mon rapport à la hiérarchie.
C'est-à-dire, comme je veux que l'entreprise tourne, que les choses, les projets avancent, etc., si je vois qu'il y a quelque chose que je peux faire va faire que ça va avancer, je vais le faire. Alors que c'est pas à moi de le faire, c'est à mon supérieur ou quelqu'un qui est au-dessus. Et du coup, ça pose un souci parce que souvent je me suis fait reprendre parce que je fais des choses et alors que c'est pas à moi de le faire et du coup, je suis pas restée dans mon rôle quoi, qui est uniquement de faire ceci, cela. Là, je vais apprendre un autre rôle et je me fais taper sur les doigts. Mais en fait, parce que moi, je vise, c'est pas le but, c'est pas de rester dans mon rôle. Le but, c'est d'être très, très, très pragmatique. Les choses avancent. Si je peux faire un truc qui va faire que ça va prendre moins de temps pour réaliser cette tâche, je vais la faire, je vais pas me poser de questions. L'autisme, aujourd'hui, c'est pas en termes de dons ou de super compétences ou de grandes incapacités qu'il faut voir ça. C'est finalement, qu'est-ce que ça provoque dans l'environnement ? Ça demande une remise en question, ça demande une structuration, ça demande une organisation, une logique, une rigueur, qui finalement peut être porteuse aussi pour tout le monde. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est cet aspect-là qui peut être valorisé quand on accueille une personne avec autisme, notamment dans le monde du travail. Je pense que pour réaliser un stage, il faudra bien sûr que je me fasse à l'idée que tout ne sera pas dans un certain confort pour moi, c'est évident. Donc déjà, le simple fait de réussir à avoir un stage, je pense que c'est une chance assez inouïe parce que, par rapport au nombre de personnes autistes qui arrivent à obtenir un stage. Donc déjà, il faut que j'arrive à me satisfaire de cela et à faire passer les contraintes du milieu du stage au second plan, bien qu'il y en ait énormément. Alors évidemment, en ce qui concerne le stage en lui-même, ce qui serait bien, c'est-à-dire pour beaucoup de personnes autistes, c'est d'arriver à avoir un stage qui soit propre à leur domaine de compétences et pas juste pour le simple plaisir d'avoir un stage. Donc là, ça reste relativement compliqué parce que souvent, pour avoir un stage, on n'est pas jugé directement sur les compétences, mais plutôt sur l'aspect théâtral de l'entretien d'embauche avec tous les codes implicites sociaux que cela implique. Voilà. Mais en ce qui concerne, donc ça, c'est vraiment l'étape très très compliquée. Mais une fois que c'est passé, donc c'est vrai que je me suis tout petit peu projeté au moment du stage. C'est vrai qu'avoir un bureau, bon, ça c'est ce que tout le monde dira, je pense, toute personne autiste dira, mais avoir un bureau isolé, sans téléphone, avec personne qui rentre et qui impose le fait de faire un break, entre guillemets, pour prendre un café, ça, ce serait extrêmement bien de ne pas avoir toutes ces contraintes liées aux autres et à ce qu'ils veulent de nous. Parce qu'au fond, c'est comme dans le milieu des études supérieures, avec le référentiel, un petit peu le groupe, le bar, l'intégration qui se fait par l'intermédiaire du bas. Eh bien, on peut comparer ceci, de manière un peu caricaturale, mais à la machine à café dans le milieu du travail, quoi. Ce qu'il faudrait vraiment réussir à faire dans beaucoup d'entreprises, et c'est pas le souci, elles en ont des moyens, parce que ce sont des aménagements très mineurs, ce sont juste des endroits, des lieux et des types d'aménagements où les personnes autistes n'est pas toujours des hypersensorialités qui soient mises à rude épreuve. C'est bêtement un bureau sans qu'il y ait personne autour ou ne serait-ce qu'une cloison à peu près convenable, pas de téléphone, en plus ça fait des économies, voilà, pas de téléphone, un ordinateur, des mails, et puis voilà, dans le cas bien sûr où la personne autiste travaillerait dans un bureau. On voit aujourd'hui des personnes autistes qui peuvent exercer dans plein de domaines différents et curieusement, c'est là où la notion de moyens de compensation est intéressante, c'est que si on nous donne ces moyens d'anticiper, de structurer, de comprendre aussi en amont ce qui est attendu de nous, je trouve qu'en fait on a une grande capacité d'adaptation, bien plus qu'on ne peut le penser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on nous a donné les éléments, on en fait un bien meilleur usage, de manière bien plus rigoureuse d'ailleurs, qu'à la limite souvent des personnes ordinaires. Et je pense que ça, c'est vraiment une clé pour l'avenir des jeunes aujourd'hui qui ont le diagnostic d'autisme. C'est finalement de pouvoir leur ouvrir des tas de portes, parce qu'avant de se dire ils sont faits pour telle matière ou tel domaine ou tel métier, de se rendre compte qu'ils ont surtout une capacité d'intégrer des process à partir du moment où on est dans cette anticipation, cette séquentialisation, cette visualisation, mais ça c'est ce que j'appelle des moyens de compensation du handicap, qui ensuite leur permettent finalement de s'adapter à bien plus d'environnements et de situations qu'on ne pense. Et concrètement, les conseils que je pourrais donner, c'est d'être très très explicite avec la personne, parce que ça manque beaucoup ça. C'est de donner des consignes écrites et pas verbales. Si on me dit des choses, fais ceci, cela verbalement, je ne retiens rien du tout. Et c'était comme ça quand j'étais en cours, c'était pareil. Pour moi, c'était du chinois. Et du coup, l'autre, ma chef croit que... parce que je fais exprès, alors qu'en fait, il suffit de le dire une fois par écrit,
Et il n'y a pas besoin de le dire plusieurs fois, mais il faut juste qu'il soit écrit et très explicite. Et aussi, je conseillerais de pas, au niveau posture, de ne pas regarder la personne dans les yeux, d'imiter un peu la personne, c'est-à-dire se mettre, de la regarder en périphérie, quoi. Et ne pas trop s'approcher physiquement, et ne pas être intrusif, parce que ça stresse encore plus, quoi. Et le fait de devoir regarder la personne qui dit des choses, ça ajoute encore du stress, parce qu'on doit en plus gérer le regard. Et ça, c'est difficile. Et du coup, si on gère le regard, on oublie la consigne. Donc en fait, il faut être le plus... En fait, il faut nous prendre comme un écran d'ordinateur, comme en informatique. Il faut nous donner les consignes le plus simples possible. Pas besoin d'enjoliver, pas besoin de mettre beaucoup de phrases, mais très, très... fais ceci, fais cela, tu dois faire ceci, cela, pour ceci, cela. Ce sera parfait. Ça, c'est vraiment... j'en rêve.